Hello, hello tout le monde. Salut Xavier, salut Julien, salut Sacha. Ça fait plaisir de vous retrouver. Salut Olivier. Que du beau monde dans ce chat. Sacha, il commence déjà à essayer de virer Xavier, quoi. Ça commence bien. Et ben moi non plus, Julien, je l'avais pas vu venir, donc. Ah non, t'avais pas pu venir. Oula, ça commence bien. Alors que je lise tous les mots, ça va être compliqué cette affaire. Hello, hello. Eh bien oui, l'idée c'est de reprendre un petit peu ce que j'ai fait au workshop la semaine dernière à la No Code Week, en français cette fois-ci, et du coup pouvoir le partager à ceux qui n'ont pas pu venir, parce que c'est le jeu des workshops. C'est le jeu des workshops, on peut pas aller à tout. Non, Interest avec 2 R, comme la Terre, Olivier. C'est le nom de mon entreprise. Non, pour le coup, j'ai du mal avec les lettres, mais c'est vraiment le nom de mon entreprise avec 2 R. D'où ça vient Ça vient du fait que au départ, je faisais du conseil en gestion de patrimoine et de l'analyse d'investissements financiers, mais responsable, donc avec la terre dans les intérêts. Voilà, ça vient de là. Et j'ai gardé la structure et le nom, parce que je l'aimais bien. Et aussi les minuscules. Ouais, voilà, comme ça. Merci. Allez, eh ben, allons-y tranquillement. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer avec une petite présentation de ce que c'est qu'un RAG et de comment ça fonctionne concrètement. Alors, il n'y a pas de lien avec le talk que j'ai fait à la No Code Week, mais c'est le workshop que j'ai fait à la No Code Week, Théo. Donc, l'idée, c'est simplement de démarrer, de faire un premier exemple de RAG pour que vous ayez les éléments après pour jouer avec et pour faire ce qui vous est utile. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un RAG? Très bonne question, Olivier. Donc, un RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. L'idée, c'est de compléter un LLM avec des informations sur lesquelles on a envie qu'il s'appuie pour répondre. Typiquement, ça va être utilisé en lui donnant un certain nombre de documents spécifiques pour qu'ils viennent chercher uniquement ou en complétant sa base de connaissances existante avec ces documents-là. C'est ce qui est, je dirais que le cas d'usage peut-être le plus répandu aujourd'hui, c'est tout ce qui est les bots qui permettent de questionner sur une documentation ou sur vos notes de meeting ou ce genre de choses, de pouvoir lui poser des questions et que son set d'informations spécifiques soit des notes de meeting, soit une documentation, soit n'importe quel contenu. Et l'intérêt, c'est que ce contenu-là, il va être stocké dans il va être stocké, on va voir, sous une forme un peu particulière dans une base de données, et que du coup, c'est pas de l'information que vous allez envoyer à l'éditeur qui vous fournit le LLM, ou en tout cas, vous n'allez pas entraîner son modèle avec votre contenu, vous allez simplement lui envoyer les extraits.
Pour un petit peu détailler cette partie-là, je voulais faire un tout petit peu le distinguo entre 3 manières de compléter l'information qui est fournie à un LLM pour qu'il puisse fournir des complétions ou des réponses à des questions. Première possibilité, ce qu'on appelle le Direct Context Injection ou le prompt stuffing, qui consiste à prendre un document, un ou plusieurs documents, à les mettre directement dans le contexte. Maintenant qu'on a des LLM qui ont des très très gros contextes, lui mettre des documents et poser des questions. L'intérêt de ça, c'est que c'est très rapide. On prend n'importe quelle interface de chat, on lui met des documents, on lui pose des questions. C'est super quand on veut poser une question spécifique. Je viens de recevoir un énorme document, je veux chercher une information spécifique et c'est pas quelque chose que je vais reproduire tous les matins. Ça me permet d'aller assez vite et d'avoir ce contenu-là. En termes de ressources, ça envoie quand même beaucoup d'informations dans le contexte. Donc c'est pas forcément, c'est pas quelque chose moi en tout cas, c'est pas quelque chose que je mettrais en prod tel quel à l'heure actuelle. À l'autre extrémité, on a le fine-tuning. Donc là, on prend un modèle et on l'entraîne, on le surentraîne en fait. On va l'entraîner avec des contenus supplémentaires. Par exemple, on va lui dire voilà comment telle personne écrit des livres et on va lui demander d'utiliser le même style, le même ton que cette personne-là. Ou bien on va lui demander en fait de compléter les informations dont il dispose avec des informations complémentaires. Du coup, ça va être vraiment donc du surentraînement de modèles. Ça peut être intéressant vraiment pour avoir un modèle qui répond à des tâches spécifiques et qui va vous permettre de faire de répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, vous voulez faire un modèle dédié à un langage. On en parlait il n'y a pas très longtemps avec Xavier. Vous voulez faire le modèle de vos rêves qui code en COBOL. Vous pourriez fine-tuner un modèle en lui donnant des éléments spécifiques sur du code en COBOL et sur des contenus en COBOL pour lui demander de coder. Et c'est un modèle que vous allez pouvoir utiliser très souvent dans des fonctionnements spécifiques. Je sais bien que tu en rêves secrètement, Xavier, de ce modèle qui code en COBOL. Le RAG, par contre, comment ça va fonctionner? On va lui donner des documents et on va lui dire « ça, c'est ta base de connaissances pour répondre aux questions que je vais te poser ». Et ce qui va se passer, c'est qu'il va aller chercher dans cette base de connaissances les informations spécifiques pour répondre à une question. Une des grosses différences, qui est une question qui est revenue plusieurs fois dans le workshop, c'est que sur un RAG, on va aller récupérer des extraits de l'information, pas l'intégralité de l'information. Donc si par exemple, vous voulez lui demander de faire un résumé en prenant l'exhaustivité des informations que vous lui avez fournies, le RAG ne va pas être la bonne solution. Ça va être plutôt le Direct Context Injection qui va être plus pertinent. Parce qu'un RAG, on va retourner vraiment, ça va être vraiment retrouver la bonne partie du document qui répond le mieux aux besoins et créer une réponse à partir de ça. Donc concrètement, comment ça fonctionne? On va avoir 2 étapes. Une étape où on va alimenter la base de données avec le contenu et une étape où on va aller requêter la base de données pour récupérer les informations. Est-ce qu'avec un RAG, on est sûr que l'agent ne peut pas halluciner? Alors ça dépend comment on l'utilise derrière. Effectivement, c'est un peu l'objectif, c'est vraiment de le faire s'appuyer sur une base de connaissances très précise. Il va d'ailleurs nous retourner le passage spécifique qui répond aux besoins. Donc du coup, on va pouvoir même citer la source. Il peut quand même y avoir des hallucinations. Pourquoi? Parce que, et ça on va rentrer un petit peu plus dans le détail après, mais en fonction de la manière dont on va découper notre document, de la longueur des informations, il faut qu'il y ait suffisamment de contexte pour que la réponse qui va être créée à partir de ce contexte soit pertinente. Sinon, si on lui fournit juste mettons qu'on décide de découper le document mot par mot, forcément, juste un mot, ça paraît difficile après de créer une réponse cohérente qui n'ait pas d'hallucination. Donc voilà, ça va être une question d'ajustement, mais effectivement, oui, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'hallucination.
Moi, la problématique que j'ai, c'est qu'il passe pas 100 du temps sur son tool Supabase Vector. Je comprends pas ce que tu veux dire, Sacha. Que c'est trop long? Problème de timeout. OK. OK. Eh ben, on va regarder ça. On va rentrer un petit peu plus dans le fonctionnement, pour bien expliquer, comment ça fonctionne parce que, je sais, que Sacha l'avait expliqué, dans un live il y a quelques mois, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément, évident pour tout le monde la manière dont ça fonctionne concrètement. Donc ce qui se passe, c'est qu'on prend un document, on va le découper en petits morceaux, qu'on appelle des chunks. Ces petits morceaux, ils vont avoir une taille. On va pouvoir définir un overlap entre 2 morceaux. Donc est-ce qu'en gros on découpe vraiment, 2 parties comme ça? Ou est-ce qu'on découpe mais qu'on garde un petit morceau qui va être à la fois dans le premier et dans le deuxième morceau? Et la manière dont on va découper. Donc la manière dont on va découper, on peut dire: je découpe au niveau des phrases, je découpe au niveau des mots, je découpe au niveau des paragraphes. Merci Xavier. C'est l'heure de manger, tu as raison. Il faut parler des cookies. Du coup, on va découper cette partie-là. On va découper ce document en petits morceaux. Une fois qu'on va les avoir découpés, on va les convertir. Alors, il va y avoir différentes étapes un petit peu dans le processus, mais pour faire simple, on va convertir ça en vecteurs, des vecteurs numériques. Donc ça, c'est là où on va utiliser un modèle d'embedding. Et du coup, ça va convertir tous ces petits chunks en vecteurs, donc en nombres. Et c'est ça qu'on va stocker dans la base de données avec également des métadatas. Donc, on va pouvoir, dans ces métadatas, on va pouvoir avoir le document, on va pouvoir avoir de l'information sur ce document. Et typiquement, ça peut nous aider quand on va récupérer le contexte. On en parlait dans le workshop, par exemple, imaginons que j'ai des documents qui sont des dossiers clients et que je veux que chaque client puisse n'accéder qu'à son dossier. Eh ben, on va pouvoir dire, dans les métadatas, on va mettre le numéro de dossier client et comme ça, quand on va faire la requête, on va pouvoir filtrer sur ces métadatas. Donc ça, c'est la partie chargement dans la base de données. Comment ça va se passer quand on va vouloir aller chercher de l'information? Donc on prend le cas d'un chat, on a un utilisateur qui va poser une question, le LLM va extraire de cette question une requête, et cette requête, elle aussi, va être convertie en vecteur. Et ça, c'est ce qui va permettre à la base de données de faire une comparaison qui normalement est plus rapide, ce qui devrait éviter que ça parte à prendre trop de temps dans cette partie requête, théoriquement. Et du coup, on va avoir une comparaison de ces vecteurs, parce que du coup, on compare des chiffres, ce qui est beaucoup plus rapide d'un point de vue temps de traitement, que de comparer les textes bruts. Donc, on va avoir cette comparaison au niveau des vecteurs, et la base de données va nous renvoyer les chunks qu'on a découpés tout à l'heure, les plus pertinents. Et du coup, à partir de ces éléments les plus pertinents, donc qui vont être des extraits du coup de texte, en format texte, du document initial, le LLM va construire une réponse. Et donc, c'est là où, on en parlait tout à l'heure sur les hallucinations, si nos chunks sont trop petits, bah, il va avoir que des petits morceaux sans avoir le contexte, et effectivement, la réponse qu'il va créer éventuellement va être un petit peu brodée. Ou bien, faut pas non plus avoir des éléments trop gros, parce que pour le coup, ça va donner trop d'informations et il peut se perdre dedans. Donc, c'est un peu après des ajustements qu'il va falloir faire et des tests qu'il va falloir faire. Donc, du coup, allons voir concrètement comment on peut faire ça dans N8N. Donc, hop, si j'enlève celui-là et que je mets celui-là, voilà, ça marche. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller chercher un livre sur le site Projet Gutenberg, parce que ça permet d'avoir un contenu assez facile à aller récupérer. L'intérêt, c'est aussi qu'ils fournissent les textes, les livres en format texte. Donc, ça permet aussi d'avoir directement le texte. Évidemment, vous pouvez faire des RAG sur des PDF, sur d'autres types de documents. C'est simplement qu'il va falloir pré-traiter le contenu. Donc là, c'était simplement pour avoir directement le contenu en texte, c'était plus simple. Donc là, on a Alice au Pays des Merveilles, directement comme ça. Donc, je vais aller sur mon instance. Hop, si je la retrouve, elle est là. Tac. Et je vais faire un nouveau workflow. Donc, la première étape, ça va être de charger les données
dans la base de données. Donc, nous, dans notre cas, c'est quelque chose qu'on va faire une fois. Donc, on va mettre un trigger manuel. On pourrait évidemment, sur des contenus qui sont remis à jour, avoir soit sur un trigger de remise à jour d'un document, soit sur un trigger temporel de remettre à jour tous les jours ou quelque chose comme ça. Donc, la première étape, ça va être d'aller chercher notre texte. Donc là, on va faire une simple requête. Hop, comme ça. Tac. Et là, normalement, on récupère tout notre contenu, tout notre texte directement. Voilà. Alors, dans le cadre de ce premier exemple, on va utiliser un vector store qui est le Simple Vector Store, qui permet du coup de faire des tests dans N8N. Ce n'est pas un vector store qui est utilisable en production parce que c'est quelque chose qui est stocké directement sur la machine et qui, en fait, dès que vous allez redémarrer votre machine, va être écrasé. Donc, c'est sympa pour tester, mais ne considérez pas ça comme un outil de production. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce que je vais vous montrer va fonctionner avec tous les vector store. Donc, il suffit simplement, hop, si je fais ça, de prendre un autre vector store dans la liste et vous pourrez l'utiliser directement. Donc, on va vouloir ajouter des documents dans le vector store. Donc, évidemment, on pourra en ajouter plusieurs. C'est quand même plus pertinent pour avoir plusieurs livres, pour aller chercher dans différents livres. Là, on fait simple, on en prend un. On a ici une memory key qui, dans un autre contexte, pourrait être le nom de notre base de données ou le nom de notre table. Là, en l'occurrence, c'est simplement l'endroit où vont être stockées les informations. Dans le cadre du Simple Vector Store, la memory key est préfixée par le workflow ID du workflow qu'on est en train d'exécuter. Donc, ce qui va avoir une petite conséquence dans notre cas, c'est quand on va aller chercher l'information, on va devoir tout mettre dans le même workflow, dans le même canevas de workflow. Mais évidemment, quand on utilise une vraie base de données, on va pouvoir avoir des workflows séparés pour faire ça de manière beaucoup plus structurée, pour faire le lien du coup avec mon talk, si vous voulez, d'avoir des choses un peu plus modulaires et un peu plus maintenables. Ici, on a le batch size, donc le nombre de documents qu'on va vouloir traiter dans un batch. En l'occurrence, on va avoir qu'un seul document, donc on ne va pas trop s'y intéresser. Et on a ce petit toggle qui permet de vider le vector store à chaque fois qu'on insère de la donnée. Si jamais on ne l'active pas, en fait, si on exécute plusieurs fois notre workflow, on va recréer des documents. Donc là, en l'occurrence, on va vouloir ne créer qu'une seule fois le document. Donc on va dire que si on réexécute, on va vouloir qu'il supprime les informations existantes. Par la suite, quand on va utiliser un vrai vector store, on va pouvoir utiliser nos metadata, dont je parlais tout à l'heure, pour identifier le document et venir mettre à jour un document existant et pas devoir tout réécrire à chaque fois, évidemment. On va avoir deux entrées pour ce vector store. Les embeddings, donc c'est l'algorithme qui est utilisé pour créer notre vecteur. Donc là, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on va vouloir utiliser le même au moment où on va insérer la donnée et au moment où on va aller lire la donnée. Parce que, si vous voulez, c'est un petit peu comme quand on chiffre une information. Si on n'utilise pas le même algorithme pour chiffrer et pour déchiffrer, ça ne marche pas. Voilà. Bah, du coup, là, il va falloir utiliser le même algorithme et pour avoir la même représentation vectorielle des mots, pour pouvoir avoir cette comparaison et trouver les extraits les plus pertinents. Et on va lui passer la manière dont je disais tout à l'heure, on va lui passer les informations pour savoir comment il doit découper ce document qu'on lui fournit en entrée. Donc ici, sur N8N, on a le default data loader qui est très utile. Et là, on lui dit quel type d'informations on va lui fournir. On peut lui fournir JSON, parce que là, c'est du JSON qu'on récupère. Si jamais on avait un fichier qui était en binaire, donc typiquement, on disait tout à l'heure un PDF, on pourrait lui fournir directement le fichier binaire ici. Et là, on veut lui fournir toutes les données, puisqu'on n'a que le champ data là dans notre requête, mais on pourrait spécifier certaines données qu'on veut fournir. Et c'est ici qu'on va pouvoir définir les métadatas éventuellement. Donc, par exemple, on pourrait lui dire que le titre du livre, c'est
Alice in Wonderland. Mais on n'est pas obligé de mettre des métadatas, mais voilà, on peut en avoir plusieurs. Et on a besoin de lui fournir également un text splitter. Donc c'est là où on va lui dire comment il doit découper le texte. Est-ce qu'il doit, comment est-ce qu'il va découper le texte initial. En général, moi j'utilise celui-ci, là d'ailleurs c'est celui qui est marqué Recommended for most use case. En gros, cherche la meilleure manière de découper et on peut lui définir une taille qui va être une taille maximale, si je dis pas de bêtises, et un overlap. Donc, dans notre exemple, on peut laisser comme ça, mais on pourrait tout à fait ajuster. Et on va pouvoir lui mettre dans les options le type de... Donc là, c'est du texte. Donc, on va rester sur Markdown. Mais imaginons que ce qu'on est en train de lui faire ingérer, c'est du code, c'est du HTML. Et ben, il va prendre en compte cette information-là pour éviter de découper au milieu d'un objet et conserver un peu la structure des objets. Donc, on va rester là-dessus. On peut même enlever l'option si on veut. C'est l'option par défaut. Donc ici, on a directement notre chargement de données. Donc si je l'exécute, tac, voilà. On a 173 items qui ont été ajoutés dans notre vector store ici. Tac, hop, voilà. Et on voit que ça a été découpé. Voilà. Et on voit qu'à chaque fois, on a ce titre, Alice in Wonderland, qui a été rajouté comme metadata. On a les lignes, quelles lignes ça correspond dans le document. Voilà, on a les différentes parties. Donc là, maintenant, on va vouloir aller requêter cette information, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Donc, on va ajouter un autre trigger, qui va être le chat trigger, hop, qui va nous permettre... Où est-il parti? Il est là-haut. Hop là, voilà. Chat trigger. Et ce que je vous propose pour commencer, c'est d'utiliser la question answer chain pour pouvoir lui poser des questions directement. Donc là, il va lui falloir un modèle. Donc là, en l'occurrence, c'est le modèle de LLM. Donc là, c'est le modèle qui va construire la réponse à partir des extraits qu'on lui a fournis. Comment est-ce qu'il peut découper de la manière la plus pertinente? En fait, il va faire plusieurs passages sur le texte pour regarder ce qui va sembler le plus pertinent, mais on peut découper en paragraphes, on peut découper en mots, on peut découper en phrases, ça va vraiment dépendre de la typologie du document. Si jamais on a un document je ne sais pas, qui contient des listes avec des bullet points. On va falloir découper bullet point par bullet point. Donc voilà, ça va vraiment dépendre. C'est là où il faut connaître quand même la structure de son document et des différents documents qui sont dedans. Donc là, on a cette première partie et je vais zoomer un peu peut-être quand même. Hop là. Et pour pouvoir répondre, on va pouvoir lui fournir un retriever. Donc là, simplement, on va lui dire que ce qu'on a, nous, derrière, c'est un vector store. Ce vector store, on va lui dire combien de documents il doit remonter pour pouvoir alimenter la question. Et on va lui mettre un vector store, du coup, qui est notre simple vector store qu'on a rempli tout à l'heure, avec la même memory key, du coup. Et nos embeddings qui sont donc les mêmes que ceux avec lesquels on a chargé les documents au-dessus. Donc du coup, hop, les embeddings doivent être les mêmes d'un côté et de l'autre. Le LLM, si vous voulez mettre autre chose parce que vous avez un autre modèle qui génère des meilleures réponses, il n'y a aucun problème. L'important, c'est bien que les embeddings soient identiques d'un côté et de l'autre. Donc maintenant, on va pouvoir lui poser des questions. Hop, et on voit qu'il est allé chercher dans le vector store. Hop, si on va un petit peu ici, tac. On voit que je lui ai demandé qui prend le T. Il a conservé cette requête de cette manière-là. Il est allé chercher hop, voilà, il a demandé 4 résultats.
Il a reçu 4 extraits de pages, donc là qui sont quand même des extraits assez longs, hein, mais on pourra tester après en mettant des extraits plus petits. Il a récupéré les 4 les plus pertinents. Et derrière, il a envoyé tout ça au modèle en lui disant, si je remonte, voilà, tu es un assistant qui répond à des questions et voilà les extraits de contenu qu'on te donne pour répondre à la question. Et si tu ne connais pas la réponse, dis seulement que tu ne sais pas, essaye pas de créer une réponse. Voilà. Donc là, on voit, et ça va dépendre du LLM qu'on va utiliser, que la réponse est dans un format JSON. Donc, ce qu'on peut faire simplement, c'est que ce qui est retourné ici dans l'interface de chat, mais c'est lié à l'interface de chat de N8N, c'est ce qu'il y a dans l'objet output. Et en fait, quand on a un objet qui est retourné comme ça, hop, en réalité, c'est l'objet output qui contient cette réponse. Donc, ce qu'on peut faire tout simplement pour éviter ça, c'est créer manuellement un objet qui s'appelle output et qui va contenir la réponse. Hop, en mettant dans le bon champ. Et là, du coup, tac. Et là, du coup, on va avoir directement la réponse. Voilà. Donc, ça nous donne, ça nous permet voilà, de voir un petit peu comment ça se passe pour avoir un premier requêtage de notre RAG. Maintenant, on pourrait aussi l'utiliser, ce RAG. Là, on est vraiment dans un modèle question-réponse, mais on pourrait l'utiliser comme outil pour un agent IA. Donc, si je mets un agent ici, je vais pouvoir lui donner un modèle. Je vais lui donner une mémoire et je vais lui donner comme outil le Simple Vector Store. Hop. Tac. Avec, comme les embeddings, on reste toujours sur les mêmes. Et du coup, on va lui dire ici que c'est donc on va définir notre tool et on va pouvoir utiliser maintenant notre RAG comme un outil dans cet agent. Petite spécificité, du coup, comme c'est un agent, il ne va pas forcément faire appel au tool qu'on va avoir utilisé. Et là, il y a quelque chose qui est un petit peu, qui peut être un peu perturbant, c'est que suivant le modèle qu'on utilise, certains gèrent bien ces tools, d'autres non. Donc là, si j'appelle de cette manière-là, on va voir que il ne va pas du tout aller appeler le tool. Et du coup, il répond quand même parce que Alice au Pays des Merveilles est quand même très connue, donc il répond qu'il y a ça, mais il nous parle aussi d'autres Alice qui existent. Et donc là, on voit qu'il n'a pas du tout fait appel au tool. Et bien, si je prends un modèle, donc le Mistral Small typiquement ne gère pas les tools. Si je prends le Mistral large, hop. Théoriquement, il est censé faire appel au tool. Non, mais il a décidé qu'il n'était pas de bonne humeur. Mais du coup, suivant... Alors sinon, je pense que j'ai oublié quelque chose. Tac. C'est que je peux lui dire système message. Hop. Tac, tac, tac. On va essayer, on va voir si ça marche. Voilà, et là, du coup, il a bien fait appel au tool. Salut Marion.
Et donc, du coup, on voit que là, il a bien fait appel, il est allé chercher les contenus et il a fait une réponse. Mais voilà, mais du coup, il faut effectivement le pousser un peu plus à utiliser le tool. Il faut utiliser bien un modèle qui gère ça correctement. Sinon, ben, ça ne va pas passer. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu rapidement comment on peut faire un vector store. Maintenant, si on veut faire la même chose avec Supabase. Avec Supabase, hop, on va aller faire un tour du côté de Supabase. En fait, sur Supabase, il faut activer LangChain dans Supabase. Et du coup, si on va hop, dans la documentation ici, côté N8N, on nous indique qu'il y a un Quick Start pour démarrer. Alors, il nous met le Quick Start sur le SQL par défaut, mais dans Dashboard, en fait, on peut aller ici dans le SQL Editor. Pour utiliser les nœuds Vector Store Supabase, c'est celui-là qui demande parce que côté N8N, la partie IA s'appuie sur LangChain. Donc après, tu peux le faire, je pense, si tu prends du coup le nœud Postgre. Mais par contre, avec le nœud Supabase, moi j'étais obligée de le faire comme ça. Mais je te l'accorde, c'est pas ce qui semble le plus intuitif. Et donc du coup, en fait, ça va nous créer tout ça, une base qui va contenir donc les embeddings dont on parlait tout à l'heure, tous ces petits chiffres, le contenu qui correspond et les métadatas qu'on a chargés. Voilà. Ah, t'as pas eu du tout à le faire. Bah, moi, c'est pas du tout passé tant que j'avais pas fait ça. À moins de créer la base à la mano, quoi, sinon. Ce qui revient au même, mais là, c'est simplement qu'en pressant sur le bouton, je ne sais pas pourquoi là, ça ne veut pas se charger, mais du coup, ils ont un truc directement dans le dashboard, on clique sur le bouton et ça crée toute la table. Donc, c'est quand même assez pratique de ce point de vue-là. Et donc là, ah oui, du coup, tu as fait un MCP Supabase. Oui, donc c'est un peu différent. C'est un petit peu différent. Et donc là, simplement, on va pouvoir remplacer notre Simple Vector Store par un Vector Store Supabase. Donc si je vais ici, voilà, tac, on va retrouver exactement la même chose. Et simplement, on va avoir notre Supabase Vector Store, on va lui dire d'insérer des documents, on va lui dire dans quelle table les insérer par rapport au Simple Vector Store où on avait indiqué la memory key. Là, on va lui indiquer la table. Et de la même manière, quand on va aller requêter des informations, on va lui dire d'aller récupérer les informations dans une table qu'on a définie. D'ailleurs, c'est pas du tout la bonne là. Et donc, c'est là où on va pouvoir mettre des filters metadata, ce qu'on ne peut pas faire, je crois, sur le Simple Vector Store. Mais du coup, on pourrait lui dire, on ne va chercher que dans ce livre-là, si jamais on a plusieurs livres qui sont dans la base, ou voilà, on va pouvoir mettre en place plein de filtres. Et là, pareil, on va pouvoir lui donner les informations pour un tool pour qu'il puisse aller requêter de cette manière-là. Après, si on veut s'amuser un petit peu plus, l'autre workflow que j'avais créé, c'était celui-ci. Et du coup, celui-ci permettait de parler avec le livre comme s'il était un des protagonistes du livre. Et donc là, typiquement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais un agent avec 3 outils. Un qui va lui permettre d'aller chercher dans le livre des informations. Donc, c'est exactement la même chose, du coup, là, notre retriever. Et 2 outils qui sont des workflows, qui va lui permettre de lister les personnages du livre et de récupérer le profil d'un des personnages du livre. Donc là, hop, si je lui dis « Hello », il va aller chercher « List characters ». Il va lister tous les personnages du livre.
Oh, bah, je suis sur un gros modèle, finalement, par rapport à ce qu'on lui demande de faire, donc du coup, c'est un peu long. Mais normalement, ça part pas en boucle infinie. Les droits d'auteur, c'est des livres gratuits, Xavier, justement. C'est des livres qui sont tombés dans le domaine public. C'est pour ça que j'ai pris le projet Gutenberg. Quand même. Voilà, donc là, il nous liste les différents personnages et on lui dit, par exemple, qu'on veut qu'il soit la souris. Tac, il est allé chercher le profil et maintenant, il va aller chercher des informations et là, il dit, voilà, I am Mouse from Alice in Wonderland. Et donc, du coup, il peut répondre en étant un des personnages. Tu veux qu'on lui demande? Tu vois, il est d'accord. Tout va bien. Donc là, si on va voir un petit peu comment ça se passe derrière, on peut aller voir hop, simplement le list characters. Donc on est simplement allé chercher l'information dans le vector store et on lui a mis le prompt là en dur, list character from the book. Et simplement, je lui ai demandé d'aller récupérer, c'est pas du tout ici, voilà, les 10 premiers pour avoir suffisamment d'informations et ne pas avoir, si on lui avait mis que 4, on n'aurait eu qu'une partie des personnages. Et on a le caractère profile qui, du coup, de la même manière, va aller chercher les informations. Donc là, je l'ai fait un tout petit peu différemment pour voir une autre manière de faire. On va aller récupérer dans le vector store. Donc là, on va directement interroger le vector store pour lui demander quelle est la personnalité d'un personnage. Donc là, si je vais sur une exécution, hop là, tac, voilà. On va pouvoir voir qu'on avait demandé dans celle-ci le profil de Mouse. Et du coup, on lui avait demandé de retourner 4 extraits qui permettaient de répondre à cette information. Donc, on a les 4 extraits qui sont là. Et du coup, on a agrégé ces 4 extraits dans une seule table data. Hop. Et qu'à partir de là, on l'a fourni à un prompt en lui disant de créer un profil à partir des informations fournies par le contenu précédent. Donc ça peut être une autre manière aussi d'utiliser le vector store pour faire une recherche finalement et récupérer ces informations-là et les fournir au LLM derrière pour créer une réponse ou pour en faire autre chose si besoin. Voilà un premier aperçu effectivement de ce qu'on peut faire. Après, donc on parlait des performances. Sur les performances, en fait, il y a vraiment donc il va y avoir les différents modèles qui vont rentrer en ligne de compte. Ça peut être déjà le modèle d'embedding, ça peut être le modèle du coup de le LLM, ça peut être aussi le retriever, donc en fonction de la base qu'on a mis derrière, de la manière dont elle fonctionne, de la taille aussi des extraits qu'on va retourner, de la taille de la base de données. Donc on va avoir beaucoup de choses, en fait, beaucoup de petits paramètres qu'il va falloir ajuster. Et cette partie-là, donc il y a une partie bien connaître son document, il y a une partie de test, clairement, qui va permettre de tester ça. Donc là, je sais que côté N8N, ils sont en train de retravailler sur cette partie sur laquelle on avait échangé un petit peu d'évaluation de modèles, mais qui va nous permettre de faire différents tests et de comparer les résultats. Donc ça peut être très utile. Il y a peut-être des abacs, des éléments comme ça. J'ai l'impression aujourd'hui, de tout ce que j'ai lu, que c'était plus du feeling et du test qui permettait de savoir ce qui était le plus pertinent. Mais si vous avez des idées sur comment ajuster tous ces paramètres de taille, de chunk, d'overlap, de splitter, voilà.
Ouais, c'est encore assez neuf, hein, tout ça, donc effectivement, j'ai l'impression que c'est plus, on teste et on voit. Est-ce que j'ai prévu de faire un live pour les sub-workflows as a tool pour les agents? Bah voilà, tada, ça c'est fait. Je sais pas, ce que après, oui, en réalité, donc là, en vrai, je l'ai pas fait, tout à fait comme il faut. Mais théoriquement, hop là, ici, quand on rajoute un tool, hop, on peut dire, call and attain workflow. Et dans ce workflow, hop, on va lui dire, donc toujours on décrit évidemment le tool, et on va lui dire quel workflow appeler, et on va pouvoir lui passer des inputs. Donc ces inputs-là, il faut les avoir définis. Je crois qu'on peut jumper d'un workflow à l'autre. Je ne suis pas très efficace dans mon truc, mais alors moi je lui dis carrément de tout prendre sur celui-là, comme ça au moins. Ah oui, parce que celui-là, hop, c'est pas le bon, c'est celui qui liste tout. Voilà, get character profile, tac, hop. Voilà, et je lui dis, il y a un champ caractère de type string et un session ID, parce que là je sauvegarde du coup dans le profil avec quel utilisateur, avec quel personnage il est en train de parler. Mais effectivement, ça va nous permettre côté workflow principal, hop, qui est celui-ci, de lui dire quels sont les messages qu'il doit passer. Et donc là, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a ce petit bouton magique qui lui dit laisse le modèle deviner ce qu'il doit transmettre comme information. Il y a possibilité évidemment de passer un contenu qui vient d'un nœud précédent. Et sinon, il y a cette fonction from AI. Et donc là, moi, ce que je lui dis, c'est que je lui dis from AI, on va lui passer dans une key caractère. On peut lui décrire du coup qu'est-ce que c'est le contenu qu'on a envie qu'il passe. Et le type est également une default value si jamais elle n'a pas été définie. Donc ça permet un peu plus finement de maîtriser quelles sont les informations qui vont être retournées. Mais effectivement, sinon, on pourrait aussi faire hop, débrouille-toi, trouve tout seul comment il faut faire. Oui, bah, je pense effectivement que ce qu'ils ont mis par défaut, donc eux, ils ont mis 1000 et 0 d'overlap. Je pense que c'est une bonne, un bon point de départ. Après, pour moi, c'est tellement dépendant des informations qu'on va vouloir charger que c'est très, très, très compliqué, quoi. Voilà, faut avoir des phrases, des morceaux qui sont suffisamment précis, mais qui sont suffisamment découpés pour pas retourner tout le contenu, parce que du coup, on l'a vu, on l'a testé pendant le workshop. Du coup, comme on avait plusieurs personnes qui voulaient avoir un résumé de leur livre, elles ont essayé du coup de dire bah, retourne-moi beaucoup plus d'informations et fais-moi des plus gros morceaux. Donc c'est sûr, mais bon, si on retourne tout le livre à chaque fois qu'on fait une requête, ça marche, mais c'est pas le plus pertinent et c'est pas le plus optimisé, ni en termes de requêtage, ni en termes d'utilisation des ressources, quoi. Après, du coup, juste pour aller un tout petit cran plus loin, moi, la manière dont je l'utilise, alors qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est un graph rag. Donc je fais des rags, mais j'ai aussi fait un graph rag. Donc la différence, c'est qu'au lieu que ce soit stocké dans une base de données, comme on l'a vu tout à l'heure, on stocke, en plus de stocker les données, les relations entre les données. Et du coup, les données, en fait, sont prédécoupées un petit peu différemment. Et voilà, avec Neo4j, effectivement. Et du coup, les données, en fait, on les a vraiment... on a envoyé un LLM et on lui a dit, voilà la structure que je veux avoir voilà mon document initial. Je veux que tu me le décomposes, en fait, en graphe, avec voilà les informations qu'il faut récupérer, voilà les différentes relations que tu peux avoir entre ces informations, voilà les métadatas. Et derrière, il va aller créer les différentes parties. On va pouvoir les injecter dans notre base. Et du coup, quand on va récupérer les contenus. Ouais, je ferai un live. Là, je me sens pas complètement à l'aise de vous le montrer comme ça à l'arrache, mais je préparerai un petit live là-dessus
C'est quelque chose sur lequel je travaille, sur lequel on va le présenter à Vivatech dans un mois. Donc, je suis hyper large. Mais effectivement, avec du N8N derrière, du Neo4j. Et ça va permettre du coup de venir alimenter une base en temps réel avec de l'information complémentaire et de venir requêter et de pouvoir afficher cette information. Et on prévoit 2 types d'affichage. Un affichage LLM, je pose mes questions et ça me renvoie du contenu. Et un affichage du coup qui va être beaucoup plus visuel, plus dashboard en fait, pour aller requêter une information spécifique, plus du requêtage du coup de base de données graph pour pouvoir afficher ces contenus-là. Mais je vous le montrerai du coup avec grand plaisir une prochaine fois, cette partie-là. Et parce que là, on gagne encore un cran en termes de performance et de précision de l'information, normalement. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a été utile. Je vais partager du coup dans le channel et faudra qu'on voit aussi comment le mettre dans le, peut-être, je sais pas, avec la vidéo ou quoi, les différents workflows et les différents contenus. Je vais essayer de mettre tout ça. Et oui, Sacha, avec Obsidian, c'est vraiment la représentation qu'ils font en graphe. Sauf que les relations sont d'un seul type, en fait, c'est un lien vers un document, là où on va pouvoir avoir des relations beaucoup plus poussées. Je ne sais pas si Obsidian, ils ont vraiment un graph RAG derrière, je pense qu'ils ont un RAG classique, enfin qu'ils ont simplement la structure de données qui est classique et qu'on peut mettre un RAG dessus. Je pense que c'est vraiment qu'une représentation d'une information, c'est-à-dire que tous les liens ont la même pondération et ont la même signification. Mais ouais, ça pourrait être intéressant de le creuser, parce qu'avec tous les plugins d'Obsidian, je suis sûre qu'il y a des trucs aussi à faire là-dessus qui seraient carrément canon, quoi. Notamment, moi, j'ai tout mon CRM dans Obsidian et je pense qu'on pourra en faire quelque chose avec ça, quoi. Voilà, voilà. Et ben, si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas. Je suis dans le channel N8N de No Code France. Et voilà. Et ben, à très bientôt tout le monde. Bon café, bon thé, bon après-midi. Profitez bien et éclatez-vous. Ciao!